Hello et bienvenue sur Kinédi. Aujourd'hui, j'accueille Flora D'Antoni, une kiné passionnée qui jongle avec de multiples casquettes. Flora est kiné à Barcelone, mais elle est aussi doctorante, enseignante et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi pour l'agence bébé. Elle nous explique comment elle organise ses journées et comment elle arrive à scinder sa vie pro et perso, tout en parvenant à bosser une demi-journée par jour. Avec Flora, on va parler de la présence sur les réseaux sociaux et des inconvénients que cela peut comporter. On va aussi aborder des sujets passionnants comme la thérapie manuelle et le dry needling qui sont très populaires en Espagne, la recherche d'articles scientifiques et la rééducation temporomandibulaire, domaine qui la passionne puisqu'elle l'a choisi comme sujet de thèse. Enfin, avec Flora, on va échanger sur les différences entre la France et l'Espagne dans le monde de la kiné, ainsi que des avantages et des inconvénients liés à chaque pays. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode avec une kiné très dynamique. Bonjour Flora et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Gabrielle, merci pour ton invitation. Alors Flora, moi j'ai été intriguée par ton profil Instagram, c'est pour ça que je t'ai contactée pour échanger avec toi, puisque tu es à la fois doctorante, t'enseignes à l'université à Barcelone, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et, donc tu es kiné aussi en cabinet en Espagne. Et tu rédiges pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'échanger avec toi sur ton parcours. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Ben oui, du coup, je m'appelle Flora. Tu as très bien résumé. Je suis kinésithérapeute vers Barcelone. J'enseigne à l'Université internationale de Catalogne depuis un an maintenant. Et j'ai commencé un doctorat en sciences de la santé dans la même université. Et je rédige aussi, alors comme tu l'as dit, pour mes réseaux sociaux. Maintenant, je fais un peu plus sous format vidéo, mais j'essaye de transmettre un peu des informations scientifiques sur les réseaux sociaux et notamment pour l'agence EBP où je rédige les posts scientifiques de l'agence EBP qui sont publiés sur leurs réseaux sociaux. D'accord, très bien. Et, pour en revenir à ta formation, tu as fait des études en Espagne? Oui, j'ai fait mes études en Espagne. Alors moi, après le bac, je voulais pas du tout faire kiné. J'ai fait un bac scientifique et ensuite je suis partie en prépa lettres et sciences sociales. Donc rien à voir. Et puis j'ai intégré Sciences Po Lyon. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, que enfin, je me suis pas sentie à ma place, tant au niveau du contenu que des mentalités. Du coup, j'ai cherché un peu quoi faire et en décidant de faire kiné, je me suis très vite tournée vers l'étranger parce que j'avais déjà perdu entre guillemets 2 ans après le bac avec Sciences Po et j'avais pas envie de m'embêter avec une PACES, c'était PACES à ce moment-là. Donc voilà, j'ai tenté le tirage au sort en Belgique. J'ai pas été tirée au sort et donc du coup je suis partie en Espagne. Je parlais déjà un peu espagnol. J'ai toujours été intéressée par l'espagnol au collège et au lycée. Et donc voilà, j'ai atterri en Espagne et j'y suis toujours. Oui, ça t'a plu, donc t'es restée. Ouais, voilà. Bah à la base, je voulais rentrer en France. C'est vrai que pendant les études, enfin moi, quand j'y suis allée, l'idée c'était de faire mes études et de rentrer ensuite en France. Mais à partir de la fin de troisième année, euh, des rencontres notamment avec des professeurs qui avaient des profils que je trouvais vachement intéressants, qui combinaient la recherche, l'enseignement, la pratique en cabinet. Je trouvais ça vachement cool. Et voilà, ces rencontres-là ont fait que ensuite j'ai décidé de faire un master en thérapie manuelle orthopédique dans la même université, puis le doctorat. Ok, d'accord. Ah ben, on y reviendra sur la thérapie manuelle orthopédique. Ouais. Et juste concernant les études de kiné en Espagne, est-ce que tu peux me dire à peu près en quoi ça diffère des études de kiné en France? Bah, c'est vrai que en général, la kinésithérapie en Espagne, elle est pas forcément bien vue, j'ai l'impression, depuis la France. Ou alors peut-être c'est un peu en train de changer. Mais honnêtement, alors je pourrais pas tellement dire parce que j'ai pas fait mes études en France, donc je sais pas exactement comment ça se passe. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du contenu, c'est quand même assez similaire. Mhm. Les programmes, si on regarde les programmes, ça dure 4 ans aussi. On a juste la PACES en moins.
Les programmes sont exactement les mêmes. Moi, j'ai trouvé que l'enseignement était de qualité, les enseignants quasiment tous doctorants, Mhm. enfin docteurs, pardon. Euh, non, je trouve pas qu'il y ait forcément de différence. Après, ça diffère certainement d'une université à l'autre. C'est vrai en Espagne, ce ne sont pas forcément des écoles, mais plutôt des universités. On est directement dans le cursus universitaire, ce qui facilite quand même vachement l'accès au doctorat, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, non, pas trop de différence. Moi, c'est vrai, si une différence dans mon université, c'est qu'on avait quand même beaucoup moins de stages qu'en France. Je crois qu'on n'a que 1000 heures de stage. Il me semble qu'en France, c'est peut-être un peu plus 1500 ou un truc comme ça. Ce qui fait que les Français font pas mal de stages supplémentaires pendant les vacances ou des choses comme ça pour essayer de rattraper un peu le retard, disons, d'heures de stage et pouvoir demander leur équivalence par la suite pour pouvoir exercer en France. Ok, d'accord. Oui, oui, c'est intéressant le fait que ce soit dans les universités. Moi, pour ma part, à mon école de kiné, il y avait un partenariat avec une école, une fac de médecine. Et Mhm. donc, on avait des cours en commun avec les étudiants de médecine. Et Ok. je ne sais pas si ça se fait aussi en Espagne. Non, on n'a pas de cours en commun. C'est vrai qu'on a des matières similaires. Je pense par exemple à l'anatomie, où ça va être les mêmes professeurs, mais on va pas être dans la même classe. On va vraiment être que entre kinés. Il me semble que, enfin là, ils sont en train de réformer un petit peu le plan d'études et l'université veut imposer des crédits de matières un peu plus anthropologiques, sociologie, etc., communes à différents types d'études, à médecine, kiné, psychologie, etc. Mhm. Il me semble qu'ils aimeraient faire ça, mais sinon, non, en principe, c'est chaque, euh, chaque cursus de son côté. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu du master que tu as fait en thérapie manuelle orthopédique? Est-ce que, déjà, alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est assez commun que les étudiants de kiné, une fois diplômés, ils se lancent dans un master? Et deuxième question, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce type de master? Alors oui, c'est extrêmement commun ici de faire un master. C'est une des principales différences, je trouve, avec les études ou le métier de kiné ou le profil des kinésithérapeutes entre la France et l'Espagne. C'est qu'il y a, je pense, la très grande majorité qui fait un master. En fait, on a quand même en Espagne beaucoup plus de possibilités de master dans la kinésithérapie. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que ça va être des masters qui vont être un peu communs à différentes professions, dans le sport, etc. En Espagne, il y a beaucoup de masters en neurologie, en cardiologie, master en pédiatrie, master en thérapie manuelle, enfin, master en réhabilitation du sport. Il va vraiment y avoir une offre de formation immense. Et alors, ça peut être soit des masters officiels, ce qu'ils appellent ici officiels, c'est-à-dire que c'est des masters universitaires qui donnent accès au doctorat ensuite, soit c'est des masters non officiels, propres aux universités, qui ne donnent pas accès euh, aux études de doctorat, mais c'est un titre, disons, de master un peu plus comme de la formation continue, peut-être un équivalent du DU ou un peu plus poussé qu'un DU. Et voilà. Donc c'est pour ça que bon, c'est principalement pour le doctorat moi que j'ai voulu le faire, mais c'est vrai que c'est extrêmement fréquent. En réalité, je connais très peu de personnes qui n'ont pas fait de master après leurs études. Ouais. Ok. Et du coup, ta deuxième question, c'était par rapport au master de thérapie manuelle, c'est Oui, ça? c'est ça. Alors, ouais. Alors en fait, moi, je me suis dirigée là-dedans par rapport aux rencontres dont je te parlais tout à l'heure, ces profils de professeurs qui m'inspiraient vachement, qui étaient profs dans ce domaine-là, de la thérapie manuelle, qui faisaient beaucoup de recherches, combinaient l'enseignement et la pratique en cabinet. Et du coup, c'est un peu naturellement que je me suis orientée là-dedans. Après, j'ai toujours aimé la thérapie manuelle. Et du coup, ouais, je me suis lancée dans ce master et j'en suis vraiment très contente. Notamment au niveau du raisonnement clinique, ça m'a apporté énormément.
Je trouvais que pendant les études de kiné, c'était assez superficiel le raisonnement clinique. En fait, j'ai trouvé que bah, on avait un peu, que ce soit dans des matières de bilan ou de thérapie manuelle ou d'exercices thérapeutiques, des choses comme ça, on nous donnait un petit peu des techniques ou des exercices par-ci par-là sans vraiment nous donner un contexte ou nous faire réfléchir au niveau raisonnement clinique. On nous a donné plein d'informations et puis sans vraiment savoir quoi en faire en fait, comment appliquer ces techniques, quand, pourquoi. Et donc, ce master m'a quand même vachement aidé. Il est très axé sur le raisonnement clinique. C'est pas, en fait, il a comme titre master en kinésithérapie manuelle orthopédique, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup de raisonnement clinique. Il y a beaucoup de techniques donc manuelles, mais aussi à la fin de ce master, on nous donne un certificat de formation en dry needling, en neurodynamique et en crochet. Et voilà, il y a aussi de l'exercice thérapeutique. Enfin, c'était quand même très complet. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à mettre de l'ordre dans toutes les informations reçues pendant les études de kiné, quoi. Ah, super. Mhm. Ouais, c'est le dry needling en Espagne, c'est la fonction seca, ils appellent ça. Hein, Ouais, c'est ça. J'ai ouais, l'impression que c'est très, très demandé. C'est très ouais. populaire. Hein. Ils en sont très fans. C'est vrai que c'est une des différences, je trouve, avec la France. Il y a quand même pas mal de techniques qui divergent entre les deux pays. Là, en Espagne, ils sont très friands de tout ce qui est dry needling, euh, les, l'électroponction, je ne saurais pas trop dire en français, mais en gros, ouais, tout ce qui est avec des aiguilles, la neuromodulation, etc. Ils en sont quand même assez fans. En vrai, ça marche plutôt pas mal. Mhm. Et, euh, et ouais. Toi, tu l'utilises beaucoup dans ta pratique? Euh, non, enfin, ça dépend. Si je vois qu'il y a un patient qui serait potentiellement réceptif à ça, oui. Après, j'insiste pas forcément. Si les patients, je les vois, si on me dit pas oui tout de suite ou que je les vois un peu hésitants, j'insiste pas, vraiment pas. Mhm. Et, non, en vrai, je pense que ça peut aider dans certaines situations. C'est vrai qu'au niveau scientifique, bah, les études sont, ouais, peuvent montrer que c'est pas forcément plus efficace qu'un placebo. Mhm. C'est vrai. Après, moi, dans la pratique, j'ai quand même observé des résultats quand même assez intéressants. Après, de là à savoir si c'était un effet placebo ou pas, ben, on saura jamais. Mais je pense que ça peut être intéressant dans certaines situations, mais c'est pas forcément la priorité, quoi, du traitement. Oui, oui. Euh, alors là, tu es en doctorat, c'est ça en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, tu t'as parlé de ton doctorat, c'est le sujet de ton doctorat, c'est quoi? Alors, mon doctorat, il est sur, en gros, l'exercice thérapeutique pour les troubles temporomandibulaires d'origine musculaire. D'accord, je comprends mieux parce que j'ai beaucoup aimé la dernière story que tu as mise sur ton compte Instagram sur une patiente qui faisait du bruxisme. Oui, Voilà, et en fait, j'ai beaucoup aimé ta façon d'expliquer les choses. Notamment, tu as pris une bonne heure, il me semble, avec elle, et la majorité du temps, hein, tu me dis si je me trompe, tu as surtout essayé de comprendre toute la dimension biopsychosociale mhm. en lui posant plein de questions. Et après, tu l'as soigné. Donc tu parles des muscles, des différents muscles de la mâchoire. Alors moi, je les ai vus très vite hein, à l'école, donc je suis pas Ouais, experte. Donc maintenant, je suis d'accord. Donc c'est un sujet dans lequel tu es à l'aise, on va dire. ouais, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Je pense que j'ai commencé à m'y intéresser à peu près en troisième année. Et très vite, j'ai orienté mon sujet de mémoire sur ça. Et ensuite, en fait, mon mémoire a été, disons, le projet de la thèse. Ensuite, j'ai fait une étude pilote pendant le master avec ce projet-là. Et là, je mets vraiment tout en pratique avec la thèse. Et c'est un sujet que je trouve intéressant parce que il y a peu de kinésithérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Mm. Et il y a aussi peu de patients qui savent qu'ils peuvent aller voir un kinésithérapeute.
Et souvent, ils vont aller voir leur dentiste. Et c'est bien, mais le dentiste n'est pas forcément formé sur les troubles temporomandibulaires. Oui, Même si on pourrait croire que oui, non, ils vont surtout se centrer sur les dents et parfois, par exemple, la patiente d'hier dont tu parlais, ils lui ont extrait une molaire pour rien parce qu'ils pensaient que ses douleurs venaient d'une molaire alors que c'était juste musculaire au niveau de sa mâchoire. oui, Donc voilà, je trouve que c'est une spécialité assez intéressante et surtout qui est très liée au psychosocial, très liée au stress, à l'anxiété et ouais, très important de parler avec ces patients-là, même s'il y a toujours quelque chose à faire au niveau du traitement, euh, quelques petites techniques ou exercices à montrer aux patients, mais souvent, ouais, l'origine du problème, elle est plus au niveau psychosocial. oui, oui, oui. Oui, tu mentionnais justement le stress Mhm. qui peut avoir un impact assez fort hein, sur ce type de problème. Bah oui, parce que quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on serre les dents, on a toutes les tensions qui s'accumulent dans les cervicales. Les deux problèmes sont très liés, cervical et ATM, donc forcément, ça fait pas bon ménage, ça peut entraîner des maux de tête, etc. Donc je trouve que c'est à la fois c'est à la fois complexe et à la fois simple comme problème. C'est pour Oui, ça que ça me plaît beaucoup. C'est finalement j'ai pas envie de dire que c'est un peu toujours la même chose, mais ouais, on a toujours cette base du psychosocial qui a fait apparaître ces troubles-là. Et ouais, je trouve ça intéressant de partager. Et surtout, je trouve que c'est une spécialité aussi très multidisciplinaire. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les dentistes. C'est eux qui m'envoient les patients, en principe. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir collaborer avec eux, avec les ouais, dentistes. Alors moi, je suis pas en contact avec des chirurgiens maxillofaciales, mais ça pourrait être intéressant aussi. Et, euh, et voilà, je mhm, pense dans l'intérêt du patient, collaborer un maximum. oui. Donc, tu travailles en cabinet à Barcelone aussi? Oui, à côté de Barcelone, bah, j'ai commencé il y a pas très longtemps. J'y vais 2 après-midi par semaine. C'est un cabinet de réadaptation du sport. C'est dans le sport, des sportifs assez bon niveau. Et voilà, en plus de ça, je fais quelques domiciles. Moi, cette année-là, je faisais principalement des domiciles. J'étais pas dans un cabinet par manque de temps. Mais voilà, des patients à domicile, bah, principalement qu'on m'envoie enfin les dentistes qui m'envoient les patients ATM et voilà, là je complète avec le cabinet. C'est vrai que ça me manquait beaucoup. Les domiciles c'est bien, c'est pratique, on n'a pas de frais de local, etc. Mais ouais, ça me manquait de pas être avec un peu plus de matériel, de pas pouvoir faire vraiment tout ce que je veux, de pas être un peu plus confort avec le patient sur la table, etc. Enfin, pouvoir faire un bilan plus posément, voilà, faire plus de choses. Ça me manquait un petit peu, donc là, je suis assez contente de reprendre un peu de ce côté-là. Les domiciles en Espagne, est-ce que c'est aussi courant qu'en France? Oui, mais je pense pas de la même façon. En France, j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes âgées ou des personnes qui ont du mal à se déplacer. Tu me dis si je me Oui, trompe, oui. plutôt ça. Alors qu'en Espagne, ça peut être vraiment n'importe quel type de pathologie. Enfin, j'y suis allée pour, je sais pas moi, du post-opératoire, une personne qui avait des douleurs irradiantes dans le bras, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont des troubles temporomandibulaires. C'est pas forcément restreint à la population gériatrique ou des patients qui auraient du mal à se déplacer. Ok, d'accord. Mhm. Donc, comment tu t'organises, toi, puisque tu es en train d'écrire ta thèse, Mhm. tu bosses donc 2 après-midi par semaine et tu fais la rédaction de contenu et encore autre chose, il me semble, tu enseignes, c'est ça? Oui. Vas-y, explique-moi comment tu fais.
Alors, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai besoin de faire tout ça parce que sinon, je m'ennuie. La routine, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal avec ça. Je pourrais typiquement pas être enfermée dans un bureau de 8 heures à 18 heures tous les jours. J'ai la chance d'être assez libre au niveau de mes horaires, de mon organisation. Euh, Pareil, de la même façon que je pourrais pas être enfermée dans un bureau toute la journée, je pourrais pas être soumise à des heures strictes tous les jours. Je pense que ça me correspond pas. Donc, bah, je m'organise. Je fais beaucoup de to-do list. Je fais beaucoup de listes chaque jour ou chaque semaine de ce que j'ai à faire, de ce que je veux faire. Et, euh, et vu que donc par exemple, j'ai les 2 après-midi par semaine au cabinet qui sont des horaires fixes, mais pour le reste, là en ce moment, au premier semestre, j'ai pas de cours. Tous mes cours sont au deuxième semestre. Tous les cours que je donne sont au deuxième semestre, donc là, je suis assez tranquille pour l'instant. Mais j'ai pas d'horaire fixe à l'université par rapport à mon doctorat, par exemple. D'ailleurs, Euh, tu enseignes quoi à l'université? alors cette année, je vais enseigner du coup la thérapie manuelle, deux matières de thérapie manuelle, et j'enseigne aussi dans un master en dentaire. Donc en fait, je sais pas vraiment si ça fonctionne dentaire comme en France, mais en gros, ils ont 5 ans d'études. Ils sont diplômés dentistes et ensuite ils peuvent faire un master de spécialisation. Et donc j'enseigne dans un master en dysfonction crânio-mandibulaire. Ok. Voilà. Et directrice de mémoire aussi pour les diplômes de kiné. Rien que ça. Et du coup, ce semestre, il y a juste les mémoires et j'aurai donc les 3 autres matières tout au deuxième semestre. Donc là, oui, j'aurai aussi des heures fixes par rapport à ces matières-là. Mais sinon, comment je m'organise? J'essaye d'avoir déjà pour ne pas tomber dans un cercle vicieux de stress ou de trop de pression, d'avoir un bon équilibre entre vie pro et perso. On peut croire que je fais beaucoup de choses et que j'ai pas forcément le temps pour faire autre chose que mon travail, mais en fait, si. J'essaye l'après-midi de ne pas travailler. Enfin, disons, d'arrêter de travailler vers 14-15 heures et ensuite de prendre du temps pour moi. J'aime bien charbonner le matin. Je sais pas moi, par exemple, aller à l'université de 7h30 jusqu'à 13h30 et ensuite prendre l'après-midi pour moi. Parce que je pense qu'on a des capacités de concentration qui ne sont pas forcément faites pour être de 8 heures à 18 heures dans un bureau. Mhm. Je pense qu'on peut être plus productif en s'y mettant à fond pendant 4-5 heures le matin, plutôt que d'être toute la journée au travail. Donc voilà, j'essaye de faire ça. J'alterne entre travailler de chez moi ou travailler depuis l'université. Et, euh, et voilà, surtout avoir un bon équilibre, ne pas trop en faire en fait, m'écouter. Je sais que les années d'avant, c'est un truc pendant les études et l'année dernière, c'est un truc qui m'a assez porté préjudice, de trop en faire et de pas assez m'écouter. J'ai eu une période où je pense, je mangeais assez mal, je faisais pas de sport et je pense que c'est des périodes de stress ou ouais, qui auraient pu être évitées. Meilleure organisation à ce niveau-là, je pense que ça fait toute la différence. Donc j'essaye de trouver ce bon équilibre et voilà, de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie et, euh, et voilà, et de couper le travail quand c'est le moment de le couper. Je sais que par exemple avant, typiquement le week-end, j'aurais pu travailler tout le week-end, répondre aux mails, etc. Ça, je le fais plus. Le week-end, c'est le week-end. Je déconnecte, je réponds à aucun mail et je ne fais rien, sauf si j'ai vraiment un truc important, je sais pas moi, un congrès ou un truc comme ça. Mais sinon, non, je déconnecte et pareil, les soirs, j'essaye de déconnecter et vraiment
d'être efficace, de faire un peu du deep work, de couper toute stimulation quand je travaille, de couper les notifications, couper tout et vraiment de m'y mettre à fond pendant quelques heures. Et voilà, pour l'instant, ça marche assez bien. J'essaye aussi, là, vu que j'ai un semestre assez tranquille, de prendre de l'avance par rapport au deuxième semestre. J'aurai un deuxième semestre beaucoup plus chargé, avec les cours, avec la partie pratique de ma thèse qui va commencer. Et donc, du coup, j'essaye d'avancer la préparation de mes cours au maximum pendant ce temps-là pour ne pas être submergée au deuxième semestre. C'est bien, t'as réussi à scinder en deux, voilà, la partie pro, la partie perso. Et moi, j'aime bien ce que tu dis aussi quand tu dis le week-end, je coupe, et aussi quand tu travailles, tu coupes toutes les notifications parce que il y a tellement de de façons de partir un peu, de partir de sa concentration. Je trouve pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et moi, en tout cas, j'ai du mal. Je sais que j'ai du mal à me concentrer sur une tâche. Mon esprit vagabonde très vite. Mm. Euh, et c'est vrai qu'en plus, quand on est sur les réseaux sociaux, bah, tu vas nous en parler tout à l'heure, réseaux sociaux, publication de contenu, notification, c'est dur de faire ça, en fait. C'est un gros travail sur soi-même. Euh, et d'ailleurs, justement, sur Instagram, la création de contenu, ma question c'est comment tu t'organises, comment est-ce que, par exemple, tu te dis, allez, je vais faire une publication par semaine, une publication par jour, et aussi en ce qui concerne la recherche d'articles, de contenu, d'articles scientifiques pour tes publications, puisque tu as aussi donc un profil Instagram sur lequel tu postes des choses, et ça c'est par rapport à ce que tu as trouvé dans les articles, dans les dernières recherches scientifiques, et aussi tu fais de la recherche pour l'agence EBP, c'est ça? Oui, j'écris les posts scientifiques de l'agence EBP. Alors du coup, les articles, ça dépend. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je j'ai pas trop le temps là de faire un contenu un peu plus scientifique. Je publie un peu plus des posts anatomie ou un peu plus humoristiques. Mais oui, je lis beaucoup d'articles, que ce soit par rapport à ma thèse ou pas. J'ai un système de notification par mail qui m'envoie des articles scientifiques, notamment par rapport à ma thèse. Tous les jours, je reçois. Et ouais, s'il y a un petit truc qui m'intéresse, je le partage ou en story ou en post. Et je pense que c'est important d'avoir un regard scientifique, euh, mais ne pas non plus tomber dans l'extrême. C'est-à-dire que Oui. il y a beaucoup de personnes, des fois, qui vont, enfin, notamment sur les réseaux sociaux, hein, qui vont dire ouais, mais là tu parles de ça, mais les études elles disent pas ça. Oui, mais si je parle de ça, c'est parce que dans ma pratique ça marche et en fait la pratique EBP c'est pas seulement les études, c'est prendre en compte ce que disent les études, prendre en compte notre expérience et prendre en compte les attentes du patient. Donc, notamment par rapport au dry needling, moi je sais qu'à chaque fois que je parle du dry needling, que je fais un post ou une story sur ça, je me fais incendier parce que selon les études scientifiques, c'est pas efficace, c'est placebo. Et donc, je dis bah ouais, je sais que les études elles disent ça, ouais, mais il y en a d'autres aussi qui montrent que ça peut être efficace. Et on va me dire oui, mais la méthodologie elle est pas bonne, etc. Ouais, mais écoute, moi, si j'en parle, c'est parce que dans la pratique, je vois des résultats. Et oui, c'est une technique invasive, oui, c'est une technique qui n'est pas sans risque, entre guillemets. Je pense que si elle est bien pratiquée, si on respecte les règles d'hygiène, etc., l'anatomie, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est pas une pratique sans risque, donc c'est pas la pratique numéro un à choisir. Mais si un patient, euh, si on voit qu'un patient est réceptif, bah pourquoi pas. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que, enfin, j'essaye j'essaye de faire un mélange un peu de tout ça, mais ouais, de faire un peu attention quand même à ce que je dis parce que si je mentionne pas d'études, ouais, si on mentionne pas d'études sur les réseaux, on peut vite se faire tomber dessus, quoi. Oui, 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 oui. Tu l'as très bien expliqué, je trouve. Je trouve que c'est un peu l'envers du décor et les inconvénients des réseaux sociaux, c'est que
Ça fait démarrer certaines conversations au quart de tour. Et Mhm. les gens le prennent très personnellement. Ouais. Et c'est dur de trouver le juste milieu. Il faut tout de suite annoncer la couleur dès le début, je pense. Attention, enfin, ma publication ne sera pas entièrement EBP. Voilà, c'est selon mon retour, mon opinion et mon expérience. Voilà, parce que tout Ouais. de suite, ça a tendance à tout d'un coup animer certaines personnes et Mhm. donner des discours vraiment. Ah oui, j'ai eu plusieurs débats houleux, enfin Voilà. franchement, que ce soit en commentaire ou en ou par message évidemment, mais je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, enfin c'est pareil dans tous les domaines, C'est que ce ça. soit dans la vie réelle ou dans les réseaux sociaux, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, et donc voilà, moi je fais de mon mieux, je partage les trucs qui me font plaisir, qui me font kiffer. Et le reste, eh ben, ceux qui sont pas contents, qui ne regardent pas mes publications, qui se désabonnent, moi je m'en fiche. C'est ça, mais je pense que c'est ça. Il faut prendre la bonne distance par rapport à ce que tu reçois comme commentaire. Ouais. Mhm. Pas se laisser entraîner dans les discours houleux, comme tu dis. Oui, oui. Ouais. Euh, Quand tu parlais d'articles tout à l'heure, et de notifications, toi, tu es abonné à des bases de redonnées de recherche sur les articles. Où est-ce que tu les trouves, les articles? Ouais, j'ai mis un système de notification avec Ouais. PubMed, qui est la base de données, disons, la plus courante, même s'il y en a plusieurs. Et en fonction des mots-clés, en fait, j'ai tapé des mots-clés de recherche et puis j'ai mis une petite notification pour qu'on m'envoie. On peut choisir s'il nous envoie tous les jours, une fois par semaine ou tous les mois, des derniers articles qui sont sortis sur le sujet. Je trouve ça assez bien. Et ouais, on peut le faire vraiment avec tous les sujets possibles et inimaginables, ou même se mettre des notifications pour les articles de journal concret, enfin, ouais, d'un journal euh, spécifique, pas forcément d'un thème, mais s'il y a un journal en particulier qui nous intéresse. Et ouais, je trouve ça assez pratique. Après, après, je pense que c'est bien quand même d'aller faire son petit tour soi-même en tapant ses mots-clés, Mhm. etc. Mais ouais, c'est toujours. Moi, j'ai des notifications tous les jours par rapport au thème de ma thèse. Donc, dès que je trouve un truc intéressant, je le garde Mhm. et Mhm. voilà. Et pour l'agence EBP, tu fais de la recherche aussi ou c'est plutôt de la création de contenu? Alors, pour l'agence EVP, c'est de la création de contenu. Donc, Flavio Bonnet, qui est l'un des cofondateurs de l'agence EVP, en fait, tous les mois m'envoie une liste d'articles euh, qu'il a trouvé lui-même. Il me semble que lui aussi, il est abonné, il reçoit par mail, il me semble, des articles tous les mois, ou enfin oui, tous les jours, je sais pas. Et du coup, bah, il m'envoie les articles qu'il pense pertinents pour les réseaux sociaux de l'agence. Et moi, je me charge de faire bah, un résumé de ces articles-là pour qu'ils soient ensuite publiés sur les réseaux sociaux de l'agence BP. Ils sont publiés sur bah, les réseaux sociaux français, mais aussi ils ont une branche Oui. espagnole, italienne et portugaise. Donc les posts sont traduits et publiés à leur tour sur les réseaux sociaux de ces pays-là. Et, et voilà, je trouve que ça, moi personnellement, me procure une ouverture d'esprit assez intéressante parce que ça me fait lire des sujets que je lirais pas forcément de moi-même. Enfin, tous les sujets m'intéressent dans la kinésithérapie, mais il y a des sujets que je n'irais pas forcément lire en premier. Et le fait d'avoir bah, il m'envoie environ ouais, une quinzaine ou une vingtaine d'articles par mois. Ça ça m'ouvre à d'autres spécialités de la kinésithérapie dont je ne connais pas forcément les pratiques en kiné. Donc, ouais, je trouve ça super Oui, intéressant. oui, oui, c'est super ce qu'ils ont fait. Moi, je suis abonnée à Physio Network. Donc, je reprends le résumé Mhm. d'articles aussi. Et c'est vraiment intéressant. Mm. Ouais. Mm.
Ouais, du coup, ça facilite en fait l'accès à la connaissance aux professionnels de santé, parce que tout le monde n'aime pas forcément aller lire les études scientifiques. En plus, elles sont en anglais, parfois un peu compliquées à déchiffrer pour quelqu'un qui est pas forcément dans le monde de la recherche. Donc, ouais, l'idée c'est de vulgariser, de faciliter en fait cette approche et de permettre aux professionnels de santé de s'ouvrir et d'évoluer dans leur Ouais. pratique. Est-ce qu'on peut en revenir un peu au métier de kiné en Espagne et le Mhm. comparer à celui en France? Est-ce que déjà, bon, je sais que tu as pratiqué surtout en Espagne, mais comme tu travailles avec pas mal de kinés en France, est-ce que tu as vu les différences, les similitudes? Bah, ouais, il y a quand même beaucoup de différences. Alors oui, j'ai jamais travaillé en France, mais c'est vrai que par l'intermédiaire de collègues ou les réseaux sociaux, etc., je vois un petit peu comment ça se passe. Déjà, la principale différence, se fait au niveau du remboursement des séances. En France, bah, les séances sont remboursées par la sécurité sociale, mutuelle, etc. En Espagne, c'est pas tout à fait le cas. Je pense qu'on peut distinguer euh, trois façons de pratiquer la kinésithérapie, soit dans le système public, privé, qui serait l'équivalent du libéral en France, ou alors mutuel, mutuas, on appelle ça ici. Du coup, la partie mutuas et publique, elle est remboursée, mais la pratique est absolument. Je vais pas faire une généralité parce que je pense qu'il y a des centres qui sont meilleurs que d'autres, mais en général, ce sont des centres qui, pour moi, ne font pas de la kinésithérapie parce que ce sont des centres qui prennent, je sais pas moi, 5, 10 patients à la fois, à la chaîne, infrarouge, ultrasons, TENS, et bonne journée, c'est parti Hmm. pour 20 séances. Voilà. Euh, Principalement, c'est ça. Moi, je trouve que ouais, c'est pas de la kinésithérapie. Enfin, quand il y a une personne qui s'est fait opérer d'un ligament croisé et qui passe bah, les premiers mois de sa rééducation dans ces centres-là, je te laisse imaginer ce que ça donne au niveau de sa récupération. Euh, Ouais, voilà. Ça, j'ai jamais travaillé dans ces centres-là. J'espère ne jamais travailler de ouais, ma vie dans ces centres-là. Donc, je vais pas en plus en parler que ça. Ensuite, il y a la partie privée, donc qui serait l'équivalent un peu du libéral en France, mais du coup, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. On fixe nos prix, euh, voilà, et en fait, ce serait un peu l'équivalent d'un ostéo en France. Il faut se faire sa patientèle, on a nos tarifs, etc. Et les séances, elles durent, je pense qu'elles durent jamais, je vais pas dire jamais parce que ça doit sûrement exister, mais en principe, elles durent plutôt 1 heure les séances de kiné. Et, c'est combien une séance de et kiné à voilà. Barcelone? Euh, Ça va dépendre des villes, hein, mais Barcelone, ouais, ça va plutôt être Hmm. 50 euros environ, ou un petit peu Donc plus. 50 € nous remboursés, mais Mhm. j'imagine que les gens ne vont pas En fait, toutes les semaines chez le kiné. bah, si c'est une personne qui a une rééducation à faire de son ligament croisé, Ouais. bah si. En fait, les gens vont commencer à aller dans les mutuas ou à commencer à l'hôpital public à faire leur éducation, là où ils ont été opérés. Et puis, en fait, ils vont vite se rendre compte que ça ne Hmm. marche pas, qu'ils ne s'améliorent pas. Et donc, malheureusement, ces personnes-là bah, sont un peu désespérées et bah, finalement, elles sont prêtes à payer le prix qu'il faut pour bah, reprendre leur vie normale et retourner faire du sport, etc. Donc, bah, il faut se faire sa patientèle, quoi. C'est pas, du coup, bah, à la grande différence de la France où, entre guillemets, l'agenda sera toujours plein parce qu'il y a les ordonnances, etc. C'est remboursé. Donc, les rendez-vous se font assez facilement. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais en vrai, les gens, au final, sont prêts à payer, quoi. Quand ils voient le désastre que sont les motoas, ils sont prêts à payer et il y aura toujours des patients, quoi. Ouais. Il y a d'autres différences à tes yeux?
Ça, c'est la Mmh, principale. ouais, bah, tout à l'heure, je parlais des peut-être, ouais, il y a des techniques, qu'on utilise un peu plus ici, comme le dry needling, la neuromodulation et cetera. Les kinés utilisent aussi beaucoup ici Mhm. l'échographie. Hem, c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément répandu. Ici, je pense qu'il y a pas un seul centre sans échographe. Vraiment enfin, je trouve ça tellement pratique. Je me suis formée aussi du coup. Il n'y a pas besoin de renvoyer son patient chez le médecin, d'attendre qu'il ait son rendez-vous à l'échographie, puis le résultat, etc. Là, en 2 secondes, on sait tout de suite. Ça nous permet d'avoir un suivi. Ça nous permet de lever un doute Mhm. très rapidement. Et ça peut aussi servir de biofeedback pendant les exercices. Si on veut, je sais pas moi, demander la contraction spécifique d'un muscle, par exemple, je sais pas moi, le transverse, et ben on va montrer au patient avec l'image de l'échographie et qu'il essaye de contracter juste le muscle en dessous du, Mhm. des abdos. Ah, c'est bien ça. Euh, Ça doit plaire aux patients, j'imagine, de pouvoir avoir du feedback, ouais. ouais, ouais, c'est assez interactif et tout, et ouais, c'est vachement intéressant. Et puis, je pense qu'il y a une grosse différence aussi par rapport à l'approche avec Oui. l'exercice, parce que en Espagne, euh, je pense pareil, dans la majorité des centres, il va y avoir un préparateur physique. Et en fait, les patients vont très vite passer pour les exercices du kiné au préparateur physique. C'est beaucoup plus répandu en France. J'ai l'impression que bah, du coup, le kiné va terminer vraiment la rééducation jusqu'à la réathlétisation, le retour au sport, etc. Ici, en principe, s'il y a un préparateur physique, il va très vite prendre le relais sur l'exercice. C'est-à-dire que nous, les kinés, on va faire vraiment les premières phases intermédiaires, et puis les dernières phases de la réhabilitation. Elles vont être plutôt faites par le préparateur physique. Qui travaillent avec les kinés. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que la frontière entre les deux est Mhm. assez floue. Il peut y avoir parfois peut-être des petites tensions gentilles, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux ou quoi, en disant ah mais là c'est pas de la kiné que t'es en train de faire, là ça c'est de la préparation physique, ou ah ça mais ça c'est pas de la préparation physique que t'es en train de faire, t'es en train de faire de la kiné là. Donc c'est un petit peu flou, mais je pense que au final il y a une bonne collaboration qui se fait Mhm. entre les deux et qui sert vachement le patient. C'est c'est dans Voilà, les je sais centres pas. privés, il y a des préparateurs physiques, j'imagine que c'est des grands centres où il y a une belle équipe. Oui, grand ou pas forcément. Là, par exemple, dans lequel je suis, on est, je sais pas, trois, quatre kinés et puis deux, trois préparateurs physiques. Enfin, D'accord. c'est pas un Mhm. centre très grand, mais ouais, la plupart du temps, c'est comme Ok. ça. La plupart du temps, il y aura toujours un spécialiste des sciences du sport. Ok. Mm. Oui, c'est bien, mais comme tu dis, c'est vrai que les barrières peuvent être assez floues entre les compétences. Ouais. Après, il suffit de bien travailler et collaborer ensemble et ça peut faire quelque chose d'intéressant, notamment pour Ouais. le suivi thérapeutique de chaque patient. Moi, ça me fait un peu Mhm. penser aux APA, activités physiques. Oui. Sauf Ouais. qu'eux, ils sont plutôt dans Mhm. enfin, un peu plus quand même, même s'il y en a en libéral, mais dans les cliniques, dans les centres d'éducation, ouais. Ouais. Mm. Et Mhm. juste pour revenir encore une dernière fois à la différence entre la France et l'Espagne, moi, on m'avait dit, comme je suis basée là à Valence, en Espagne, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de compétitions entre les centres, entre les cliniques, et ils doivent être très très présents sur les réseaux sociaux pour rameuter Ouais. de la patientèle. Bah oui, c'est vrai que par rapport à la France, bah, vu que c'est pas encadré par la sécurité sociale, enfin que c'est pas encadré par c'est quoi, c'est l'agence régionale de santé, non? J'imagine qui encadre en France, je sais pas trop, ou Oui. l'ordre des kinés. Vu que Non. c'est pas encadré dans ce sens-là, on a des tarifs Oui. libres, etc. Bah c'est à nous de se faire notre patientèle, et du coup bah forcément il va y avoir un peu en fait, on a le droit de faire notre Oui. publicité.
Il me semble qu'en France, c'est pas Non. vraiment autorisé ou enfin c'est très très strict la façon dont on peut le faire. Bah ici, on peut faire notre publicité. À tout va. Il y en a qui font des domiciles, ils ont leur scooter customisé, physio à domicile. Enfin, ouais, il y a pas de limite. Et du coup, sur les réseaux sociaux, pareil, ben, je pense que c'est principalement là que se fait la publicité des centres. Et après, ouais, bah, s'ils ont je sais pas moi, des sportifs de haut niveau qui y vont, bah après, ils vont repartager ça sur leur réseau, etc. Ça va faire encore plus de pubs. Enfin, ouais, c'est un peu ça. Et oui, du coup, bah, il va y avoir je pense qu'il y aura toujours une petite compétition, notamment si les centres ils sont proches, dans des rues proches, etc. Oui. Ouais, forcément. Alors, j'en arrive à ma dernière question, Flora. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais Mhm. voir évoluer dans le métier de kiné en général? Je pense, je parle autant pour la France que pour l'Espagne, la reconnaissance. Je pense que bah, pour la France, c'est vrai que les, les actes, je trouve, ne sont pas rémunérés à la hauteur des compétences des kinésithérapeutes. Je pense que en tout cas en Espagne, mais je pense qu'en France, c'est assez le cas aussi. Je pense qu'on est une des professions qui se forme le plus une Oui, fois diplômé. Et, euh, et finalement, c'est pas tellement reconnu ensuite. Après, en Espagne, ça peut être un peu plus vrai parce que vu que vu qu'on peut se faire de la publicité, etc., on peut plus montrer peut-être un peu ce qu'on fait. C'est peut-être un peu plus facile d'attirer des nouveaux patients, etc., par rapport à ce qu'on fait. Mais, euh, mais ouais, il y a ce manque de reconnaissance-là. Moi, c'est vrai que ça m'attire pas du tout d'aller travailler en France parce que je vois sur Instagram les collègues qui font 8h, 20h au cabinet, enfin genre, et je me dis mais j'ai pas envie de ouais. ça moi. Peut-être que je gagne un peu moins ici et encore si j'étais à temps plein dans un cabinet privé qui fonctionne bien, je pense que je pourrais gagner autant qu'en France. Mais ouais, c'est le rythme de travail en fait. Enfin, la, 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 le manque de reconnaissance au niveau économique en France fait que le rythme de travail est, euh, est, est énorme et moi ça me fait pas du tout envie. Et puis en Espagne aussi, ben ouais, une reconnaissance aussi plus par rapport ouais financière, mais ouais que ce soit qu'on puisse prescrire de la kinésithérapie Mm. privée. Ou alors que le système public ou des moutouas change. Oui, Voilà. Parce que enfin, je pense pas que ça changera parce que c'est un business énorme pour ceux qui sont à la tête de ces centres-là. Donc, à mon avis, ça changera pas. Mais ouais, la reconnaissance financière, je pense que c'est ce qui manque le plus à cette oui, profession. oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que de mon point de vue, moi j'ai fait une reconversion comme je l'ai déjà dit dans le podcast, mais et pourquoi j'ai choisi kiné, c'est parce que il y avait la sécurité de l'emploi. En France, on est sûr de Ouais. trouver du travail en tant que kiné. Et pour moi, c'était vraiment un luxe. Chose que j'avais pas Mhm. quand je travaillais dans le marketing, où c'était dur de trouver du boulot, où j'ai passé des centaines d'entretiens. Et c'est vrai que je te rejoins sur la valorisation. Mais à côté de ça, voilà, il y a l'inconvénient et l'avantage. L'avantage, c'est la sécurité de l'emploi et l'inconvénient, c'est vrai que avec toutes les études qu'on a faites et toutes les formations, on continue à se former. Comme tu as dit, hein, on est une profession qui se forme constamment. On aurait besoin d'une valorisation financière, surtout que bah, les Mhm. prix augmentent, etc. Et en Ouais. Espagne, ce qui est intéressant de mon expérience, c'est que bah, c'est très dur de trouver du travail. Moi, à Valence, Oui, voilà. j'ai postulé dans tous les cabinets et j'ai eu zéro retour. Et donc, voilà, Mhm. j'essaie de me débrouiller. Je fais les remplacements en France, mais je reviens régulièrement.
pour faire des remplacements en France. Et donc ça, mais à côté de ça, une fois que tu as ta patientèle, mais ça prend beaucoup de temps, t'es tranquille parce que aussi, c'est vrai que le coût de la vie est moindre en France aussi. Donc tu gagneras sans doute moins qu'en France, mais en même temps, le coût de la vie est moindre. Mais il faut aussi se mettre au marketing, il faut se mettre à la communication, voilà. Tu vas voir. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Flora pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Merci à toi aussi. Écoute, je te souhaite de bien continuer. Bonne chance pour ton doctorat, pour la rédaction de ton mémoire. Et donc, je mettrai de ta thèse, pardon. Et on mettra donc les liens de ton compte Instagram pour ceux qui ne te connaissent pas, s'ils veulent te contacter. Parfait. Merci à toi. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.